Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Camille Numérique. Aujourd'hui, un épisode avec comme invité des acteurs du métaverse montpelliérain et du métaverse de l'Occitanie. On remercie chaudement Camille Pulse pour nous sponsoriser et nous permettre d'aboutir à ce podcast. Et on remercie également Euredis Business School de nous accueillir une nouvelle fois dans leurs locaux. Aujourd'hui, je suis avec l'équipe de Atlantis City qui nous a fait le privilège de venir nous voir dans les locaux d'Euredis pour parler un petit peu de leurs actions, de leurs programmes et de leurs solutions et de tout ce qui l'entoure. Alors aujourd'hui, Théo et Awa, bonjour. 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 Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, je vous en prie. Je suis Awa Sagna, directrice commerciale chez Atlantis City. J'accompagne en fait toute la force de vente et j'aide également sur la partie marketing. Et moi, c'est Théo Mandé et je suis le directeur des opérations. Donc moi, je travaille avec les forces commerciales, donc avec Awa, et en direct aussi avec nos clients et le plateau technique. Je fais un peu le lien avec tout le monde. Voilà. Couteau suisse multifonction. Très bien. C'est ça. Multitask is only black, comme dirait l'autre. Bon, alors du coup, décrivez-nous un petit peu, en quelques mots encore, à quoi ça correspond, techniquement, Atlantis. Atlantis, c'est un espace immersif en 3D. Alors, beaucoup disent métaverse, mais métaverse, ça ne parle pas forcément. Aujourd'hui, c'est une technologie qui permet d'être en immersion en 3D et de pouvoir discuter avec d'autres personnes. On change la partie virtuelle et l'idée, c'est de pouvoir travailler, faire du coworking. Tout ça en étant dans de la 3D et en même temps pouvoir aussi avoir une marketplace, avoir des tunnels de vente, avoir plein de choses. C'est la technologie au service de l'humain. Technologie au service de l'humain, et quand tu parlais de métaverse tout à l'heure, c'est vrai que tu as une notion un petit peu abstraite pour pas mal de monde. Du coup, quand on pense à métaverse, on pense justement à méta, on pense justement à tout ce qui a fait un peu flop ces dernières années finalement. Et cette idée de démarrer sur un univers finalement en 3D pour le réseau social, pour le tunnel de vente, comme tu disais, et pour toutes les fonctions que vous accommodez directement à votre outil, ça vous est venu comment, concrètement ? Alors là, c'est l'idée en fait, pas de Théo ni la mienne, mais d'un génie qui n'est pas là aujourd'hui, qui est le fondateur, qui s'appelle Cédric Grimaud. Petite pensée pour lui. Petite pensée pour lui. Initialement, en fait, il travaillait au service commercial d'un grand groupe de cuisine, où justement il faisait de la conception, et en fait, ils lui ont laissé carte blanche pour imaginer justement un espace où ils pouvaient communiquer directement avec leurs clients pour dessiner justement en fait leurs souhaits, leurs rêves de cuisine. Et puis en fait, ça a bien fonctionné, si bien que le fondateur l'a encouragé à lancer son entreprise, ce qu'il a fait. Et du coup, plutôt que de travailler uniquement avec des cuisines aujourd'hui, il travaille avec l'univers médical, des institutions, de l'éducation, des TPE et des PME. La différence, c'est quoi avec Meta ? C'est l'interactivité et comme disait Théo, c'est la techno au service de l'humain, si bien qu'au-delà des avatars, ce sont directement les personnes qui interviennent au centre d'Atlantis en s'aidant justement en fait de la techno 3D que Cédric et son plateau technique ont pu dessiner pour nos clients pour valoriser leur entreprise, leur métier et leurs services. Oui, et finalement c'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur un objet, une technologie qui peut aussi bien s'adapter à du sur-mesure en fonction du besoin client, et en même temps il y a une technologie un peu prête à l'emploi qui permet à tout un chacun de pouvoir l'utiliser à condition d'avoir un ordinateur et une connexion internet suffisante pour pouvoir lancer la technologie, mais ça fonctionne comme un site internet. On va vous donner un exemple très concret. Par exemple, dans le domaine du médical, on a un de nos partenaires en fait qui est le leader français des visites médicales. Ouais. On a imaginé un espace pour eux, dédié justement aux dirigeants et aux salariés. Dans ce même espace, on a recomposé leur bureau. Donc vous avez un plateau avec leurs médecins, leurs psychologues, leur formation directement accessible via Internet, donc, qui leur permet en fait de pouvoir proposer leurs services partout en France, quelles que soient en fait les régions où se trouvent en fait leurs clients. C'est ça. Là, on rentre sur une autre catégorie, c'est la lutte contre l'isolement. C'est-à-dire que la technologie, on disait la technologie au service de l'humain, mais là, on a un exemple concret, c'est-à-dire que là, on est sur de la médecine
Et en fait, les personnes qui peuvent être isolées, qui doivent faire 45 minutes de route pour avoir accès à une visite médicale, eh bien, peuvent y avoir accès à condition d'avoir une connexion Internet. Alors, on peut avoir la précarité numérique qui rentre en ligne de compte, mais là, normalement, avec un téléphone, avec un ordinateur, une tablette, on arrive aujourd'hui à avoir accès à ces services-là. Voilà. Et on parle beaucoup de l'électronisme ces temps-ci par rapport à des générations qui sont contre justement cette révolution industrielle qui arrive avec l'IA, ou même qui sont réfractaires avec l'idée de faire de la visio, de faire du télétravail, tout ça. Il y a même plusieurs sociétés qui sont en train de revenir finalement du télétravail parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en leurs employés à ce niveau-là. Alors que vous, c'est totalement l'inverse, puisque techniquement, votre formule prône l'idée d'un télétravail constant, ou entre guillemets partiel, et à l'aise et accessible à tous. Est-ce que ça pose pas problème, et est-ce que générationnellement parlant, vous voyez des ambiguïtés parmi vos clients et vos prestataires, ou vous avez vraiment quelque chose de jeune, de nouvelle génération, de petite société, etc. Plutôt que, là on parlait du géant dans la santé, mais est-ce que finalement le géant dans la santé en question, il s'est pas retrouvé ici parce que c'est un petit jeune de sa société qu'on a parlé, ou est-ce que c'est un grand ponte de 60 ans finalement qui s'est dit tiens, ça peut être sympa? Ça c'est rigolo parce que c'est le dirigeant, hein. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur à la fois on parlait déjà d'abord du conflit peut-être intergénérationnel ou de l'idée de la technologie. Bon, aujourd'hui, la plupart des gens travaillent avec un ordinateur. Peu importe le secteur d'activité dans lequel on est, le téléphone portable, on n'y échappe quasiment pas. Il y en a quelques-uns effectivement qui ne l'ont pas. Alors après, on va peut-être arriver sur une génération qui aujourd'hui a peut-être 70 ans, 80 ans, 90 ans, qui ne sont pas nés avec la technologie mais qui ont eu accès au cours de leur vie. Là, nous, on est plutôt sur une cible de personnes qui ont 50 ans, qui ont eu accès à la technologie, mais qui ont été obligés d'utiliser l'outil numérique pour pouvoir se développer et aider leur société à se développer. On s'adresse à des dirigeants. Les dirigeants d'entreprise ne peuvent pas aujourd'hui faire l'impasse sur la technologie. Alors, on a effectivement le pont de l'IA qui est arrivé et qui du coup crée un gap monumental entre ceux qui justement ont envie d'aller vers l'intelligence artificielle et ceux qui n'ont pas envie, qui sont réfractaires. Et dans ce cas-là, ça pose un autre problème. Mais pour le cas de notre gros client, eh bien lui, c'est lui qui est venu vers nous. C'est-à-dire qu'ils sont déjà au fait de la technologie. Ils étaient toujours en avance pour proposer à leurs adhérents des nouvelles solutions, se démarquer. Ouais. C'est aussi ce que propose Atlantis, c'est de se démarquer sur le terrain. Et de pouvoir permettre d'être à un moment donné un petit peu hors des zones, hors du cadre et attirer de nouveaux prospects. Et je pense qu'en santé a complètement réussi ce pari. On parlait des visites médicales en ligne. C'est le premier à avoir lancé ça aujourd'hui en France. Effectivement. Ils ont une technologie qu'ils ont développée après, qu'ils ont proposée à d'autres services de médecine du travail. Et c'est les premiers en France. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et au-delà des clients, moi je vais prendre un exemple concret que j'ai vécu ce matin durant un atelier de travail avec France Travail, et notamment justement avec des femmes qui avaient la volonté justement de s'acclimater au monde de l'IA et du numérique et du web développement. Et ce qui était intéressant, je pense à une des femmes en particulier qui avait à peu près une 60aine d'années. En fait, ses 2 enfants étaient développeurs. Elle était totalement éloignée de ça parce qu'elle travaillait dans le secteur de la maternité. Et en fait, comme elle m'expliquait, en fait, ce sont ses enfants qui lui ont donné l'envie en fait de connaître ces domaines-là, et elle s'est dit pourquoi pas se former alors qu'effectivement elle était retraitée, et elle s'est dit je vais profiter en fait justement de ma retraite pour me mettre à jour. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce lien générationnel, ce sont ces enfants plus jeunes qui lui ont donné l'envie de connaître ces nouveaux outils et de dire je ne vais pas les subir, je vais me former pour que du coup je puisse profiter pleinement de ces nouveaux outils qui font partie de notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, le digital est partout, on ne peut pas l'ignorer. Ça peut être problématique d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas accès au numérique, et je pense que même l'État doit faire des efforts de ce côté-là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes isolées, et que du coup toutes les personnes qui éventuellement auraient peur par manque de connaissances ou par manque d'opportunités, aller vers elles, pourquoi pas avec des bus ou autres, mais en tout cas aller vers elles pour justement leur donner accès à ces nouveaux outils, éviter qu'elles soient en fait, comme tu disais, isolées et mises de côté. D'autant plus qu'au-delà du gap de l'âge techniquement que j'ai abordé dans une question à laquelle vous avez très bien répondu, il y a aussi le gap du genre où on voit un manque d'engouement de la part de la gente féminine très jeune pour les métiers du numérique, etc. Parce que
c'est un milieu malheureusement qui est encore réputé énormément garçon, bien sûr, pour des raisons absurdes, mais des raisons qui sont quand même là malgré tout. Quand on parle de développeur, on va pas penser à une jeune fille en goodies qui est en train de travailler, on va plutôt penser à, excusez-moi du terme, mais un gros incel qui sent le tatami. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. C'est ça qu'on pense. C'est vrai, hein, complètement. C'est un peu triste. Elle en parlait, Elisabeth Moreno, notre ancienne ministre de la Diversité, qui prône ça justement en disant emparez-vous des matières et des métiers scientifiques, mesdames, c'est pas réservé aux hommes. Et effectivement, j'ai l'impression que le fait de libérer la parole, notamment des podcasts comme le vôtre aujourd'hui, merci beaucoup pour l'invitation, ça permet en tout cas de sensibiliser et de donner plus de visibilité en disant ce sont des métiers accessibles à tous les genres, à tous les milieux, du moment en fait qu'on tend la main et du coup il ne faut pas hésiter à y aller. Oui, et pour rebondir, nous finalement, ce qu'on a beaucoup en interlocuteurs, ce sont des interlocutrices. C'est vrai. Dans notre milieu, alors c'est pas forcément les techniciens ou les techniciennes, mais les personnes en reconversion. Voilà. Ouais. Et finalement, on a affaire à beaucoup de femmes. J'ai très peu de personnes, Jérôme à part toi peut-être, oui, avec Rémi, mais sinon c'est vrai que j'ai affaire à beaucoup de femmes, toi aussi je pense, sur de la prospection, sur nos équipes. C'est vrai que nos équipes commerciales sont quand même très masculines. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont demandeuses, et c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime bien en tout cas dans la cible, des nouvelles cibles, dans la couleur qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça touche justement tous les genres, toutes les catégories, que ce soit des plus jeunes qui ont envie de se lancer justement grâce aux réseaux sociaux de plus en plus, au-delà en tout cas de commercialiser leurs services, ils se mettent en scène. Les femmes pareil, elles sont parties du principe qu'elles ont élevé les enfants, elles ont fait leur carrière, elles ont envie maintenant de s'emparer de ces métiers-là. Et puis les chefs d'entreprise, pareil, qui se disent comment est-ce que je peux réussir moi aujourd'hui à faire rayonner mon activité de façon interactive et ludique et percutante pour que je puisse réussir à gagner des clients. Mais c'est ça, tu vois, on reparle à nouveau de l'intergénérationnalité, c'est-à-dire qu'on a les femmes qui ont une famille, qui aujourd'hui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie enfin de pouvoir avoir accès. Alors après, je ne peux pas faire de généralité, mais qui ont envie d'avoir accès à ces nouvelles technologies et de les développer et de les inclure dans leur cercle de travail, ou qui se forment pour justement accéder à d'autres postes, parce qu'aujourd'hui, on prône la diversité et l'égalité homme-femme. Et en même temps, il y a cette nouvelle génération qui arrive, qui est beaucoup plus libérée. Alors qu'il y a d'autres freins, mais qui est beaucoup plus libérée sur la technologie, avec les influences, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Et qui du coup donne ce change, c'est-à-dire je peux être à la fois une femme et sur les réseaux sociaux, ou une jeune fille et sur les réseaux sociaux, et en même temps, pourquoi pas donner à un moment donné un élan justement à cette partie technologique pour les femmes. Contrairement aux plus anciennes, désolé mesdames, mais qui oui effectivement ont choisi peut-être plus des voies de carrière pour élever leur famille plutôt que d'aller vers la technologie. Alors bien évidemment, à nouveau pas de généralité, mais voilà. Non, je comprends totalement. Moi, c'est l'exemple concret que j'ai en termes de barrière du foyer et de clichés du foyer, c'est que lorsque j'ai eu ma fille, du coup, je me suis arrêté pendant 1 an de travailler pour être papa au foyer. Et en fait, c'est une chose que mes proches comprenaient, il n'y a pas de problème, parce que c'est l'évidence même, le cercle proche, on comprend. En revanche, sociétalement parlant, quand j'en parlais, c'était très mal perçu. C'était très très mal perçu, et la question c'était de me poser pourquoi c'est pas sa maman qui s'est mis mère au foyer. Et de dire, en fait, c'était plus rentable de faire ça que sa maman se mette mère au foyer, etc. Et puis c'est un rôle comme un autre. Et puis naïvement, je pensais que j'aurais largement le temps de faire plein de choses à ce moment-là, ce qui n'était absolument pas le cas, parce que c'est un travail, d'être parent, évidemment. Mais j'ai l'impression que cette espèce d'écart de cliché sociétal qui est très très latent finalement, parce que aujourd'hui, on a quand même pas mal de personnes dans le milieu du numérique qui, fatalement, comme on le disait, sont des hommes. Et qui sont dans les hautes sphères parce que ce sont des hommes qui ont débuté, qui sont visibles, qui ont débuté il y a longtemps, finalement, et qui sont aujourd'hui à des postes plus ou moins influents dans le milieu. Et il y en a certains qui sont en train d'essayer de faire valoir ce fait, c'est-à-dire que l'accessibilité au métier du numérique, c'est pour tout le monde. Et que quel que soit l'âge, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le genre, on s'en fiche à partir du moment où en fait la personne est compétente. Et on le voit dans le sud de la France avec pas mal d'actions sur des organismes, des clusters comme la Mêlée ou Vital 113. Et il y a aussi beaucoup de revendications dans le milieu scolaire avec les collèges et lycées qui s'engagent énormément avec des ateliers et des démarches pédagogiques pour essayer de sensibiliser tout ça. Et aujourd'hui, c'est encore trop peu. Même si on a beaucoup de personnes en reconversion passé 35 ans
qui repart dans le métier du numérique aujourd'hui, Très courageux. même si ça va être très très difficile parce que l'alternance étant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est de plus en plus dur d'arriver à se former autrement qu'en payant des écoles privées de sa propre poche, donc c'est pas forcément donné à tout le monde, et le CPF ne peut pas tout couvrir. Mais on voit quand même un certain regain et un souffle à ce niveau-là. On voit une espèce de vague qui est en train de monter petit à petit avec une nouvelle génération, et quand je dis génération, je parle pas d'âge, mais de personnes en fait qui est en train d'arriver dans le métier du numérique, et qui sont de genre féminin, et ça fait quand même beaucoup plaisir sur le visuel ambiant quand même. Et ça fait plaisir, d'autant plus que la région, en tous les cas localement, s'empare de ce problème-là et finance, en tout cas avec France Travail et d'autres organismes, tu parlais d'Amélie aussi, excellent travail au niveau associatif, qui vont pouvoir en fait former des gens, et là c'est pris en charge, et c'est vrai que le grand public n'a pas forcément connaissance justement de ces formations-là. Là, la prochaine, je crois que ça s'appelle les Hackeuses, avec France Travail et l'Académie Saint-Plon, mais il y en a plein d'autres. La Mêlée fait un travail remarquable, Digital 113 également. Il y a vraiment pas mal d'organismes qu'il faut aller voir, qu'on vous encourage à aller voir. Et également l'atelier de Google numérique, si je me souviens bien, s'il existe toujours, où on peut se former sur des bases numériques qui sont assez intéressantes aussi bien pour les juniors que pour les seniors. Donc il commence à y avoir ce mouvement, en tout cas avec la ville de Montpellier, qui commence à encourager les gens à se former. Et puis il y a aussi tous les syndicats d'entrepreneurs, je pense à la CPME, au MEDEF, à la Chambre de commerce et d'industrie, à la Chambre des métiers et des arts, toutes ces chambres aussi syndicales ont compris que les métiers de demain ne pourraient pas échapper au numérique. Il faut se mettre en mouvement. Ont compris que les métiers de demain ne pourraient pas échapper au numérique et que en plus de ça, même s'il s'agit de métiers manuels, eh bien demain pour vendre, il va falloir aussi à un moment donné être marketé, concurrent, pouvoir travailler à un moment donné sur les mêmes échelles que les grands groupes aujourd'hui qui font malheureusement ou heureusement, je sais pas, qui font de la vente sur les réseaux sociaux, qui font de la vente sur leur site internet interactif, sur plein de choses. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, si on se mettait pas à jour, on était mort finalement. On était mort commercialement, on était mort financièrement si on n'a pas pignon sur rue. Et aujourd'hui, on le voit aussi, c'est que des très grosses entreprises, même françaises, n'ont pas su prendre le virage il y a une vingtaine d'années. On parle pas il y a 6 mois, on parle d'il y a une vingtaine d'années quand les premiers sites internet sont arrivés, qui ont refusé de se mettre à un moment donné sur internet parce que ils estimaient qu'ils avaient déjà pignon sur eux, c'était déjà dans des grandes boutiques, qui n'ont pas fait de boutique en ligne pour de la vente. Ils ont raté leur transition. Ils ont complètement raté la transition numérique et aujourd'hui ils se sont plantés. C'est-à-dire que même en essayant de relancer avec des nouveaux dirigeants qui sont arrivés et en essayant de relancer cette partie numérique, le virage n'avait pas été pris depuis le début. La population qui avait l'habitude d'acheter sur internet n'était pas habituée à aller acheter chez eux, même avec un très bon marketing avec tout ça. Et ils se sont plantés 1 an après. Quand bien même les entreprises chinoises sont venues en plus réinvestir dans des grands groupes français. Oui. En pensant relancer, parce que justement il y avait le nom de marque français et tout ça. Ils ont acheté notre techno en même temps. Ouais, voilà, c'est bien sûr notre savoir-faire. C'est le prix de notre technologie et de notre savoir-faire, on le sait. Et puis on parle de ça, il y a déjà. On peut même partir dans les années 60, si on parle de la mode et tout ça, on peut partir dans les années 60. Dans les années 60-70, avec la perte de notre savoir-faire français sur les machines-outils, notamment pour la dentelle, calée, tout ça. Mais ce qui est positif, c'est ce que je vois là. Quand je vois que la nouvelle génération, justement, de plus en plus maîtrise les outils numériques dès le plus jeune âge. Rose, je sais pas quel âge elle a 7 ans. Hein. Elle a à 7 ans, en fait, ils maîtrisent justement le téléphone, les outils mieux que nous. Ça, c'est le côté, entre guillemets, positif. C'est qu'il y a une nouvelle génération qui, pour elle, ça sera beaucoup plus facile d'embrasser en fait ces nouveaux métiers parce que comme ils ont grandi avec, ils sont nés avec, on va pouvoir les former. La seule difficulté, ça sera à nous, parents, maintenant, de gérer tout ce qui est autour de l'éducation, c'est-à-dire de ne pas avoir trop d'écran, d'encadrer tout ça, d'encadrer aussi toute la partie juridique pour les protéger un peu, qu'il n'y ait pas toutes leurs photos diffusées dès le plus jeune âge. Et tout en essayant de gérer le fait que collège et lycée bientôt auront des tablettes à disposition pour les enfants et que là, le gap, paradoxalement, dans lequel ma fille est, c'est qu'il y a beaucoup de consignes sur les écrans en leur disant attention aux écrans, sauf que ces personnes-là qui ont actuellement 7 ans par exemple, 8 ans ou 9 ans, sont des personnes qui sensiblement, quand elles vont arriver pile poil au collège,
eh ben, ce sera tablette pour tout le monde, donc Bien il faudra sûr. s'y habituer. Et C'est ça. il faudra être capable de gérer sa tablette tout seul et compagnie dans des exercices De façon autonome. de façon autonome. Ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Ce qui n'est pas toujours facile. Là, justement, on est en train de rebondir. On rebondit un peu. Là, finalement, on parle à la fois d'éducation, on parle du cadre légal. Bon, la région Occitanie a investi énormément avec son plan. Moi, elle est sur les lycées, mais par exemple avec l'accès à un ordinateur pour tous. Alors, je me souviens plus parce que moi je suis pas originaire d'ici, mais je me souviens plus du terme. L'ordinateur bien rouge, je le vois bien avec mes anciens étudiants qui l'avaient. Le petit logo de la région. Exactement. Qui pèse extrêmement lourd. Désolé Madame Delga, je ne m'en souviens pas. Après, c'est intéressant qu'ils aient fait la démarche parce mais que, bien sûr. comme tu disais, si tout le monde n'a pas accès à cette tablette, on part perdant. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter justement ces fractures numériques, pour que l'étudiant qui est du côté de la Mosson ou autre ait les mêmes accès que l'étudiant qui est dans l'Écusson ou du côté de Montferrier, qui partent à chance égale. Qu'est-ce qu'on fait pour ça aujourd'hui ? Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui est importante et que j'espère que nos élus vont s'emparer. C'est ce qu'Internet aujourd'hui permet aussi, c'est-à-dire que avec une connexion Internet, alors attention, il faut avoir quand même cette connexion Internet, il ne faut pas avoir cette précarité numérique, on en revient à ça, mais normalement, avec un peu de motivation, on peut arriver à avoir accès à de la formation en ligne gratuite. Aujourd'hui, on peut avoir accès à tout type d'informations. Bien évidemment, il faut y faire le tri. Et c'est là où le cadre légal rentre à l'intérieur. Je sais que le barreau de Montpellier fait beaucoup de formations, notamment sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Et pas que, mais là en ce moment, c'est vrai que c'est le sujet. Notamment avec le LEAD, ce sont des journées dédiées au numérique. Et le numérique dans le milieu légal, il y a eu aussi des améliorations. Il y a une loi là, qui est en préparation, qui est en étude sur justement l'accès aux réseaux sociaux pour les plus jeunes. On dérive un peu par rapport au métaverse, mais ça fait partie aussi par rapport à l'accès, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais le président veut interdire totalement l'accès en fait à nos jeunes, et c'est paradoxal parce que d'un côté on leur demande effectivement de maîtriser tous ces outils qu'on utilise nous entreprises pour marketer, vendre, etc. Donc autant dire qu'il faut quand même avoir une certaine compétence, mais de l'autre on en voit aussi les dangers, et du coup on essaye aussi de préserver nos plus jeunes. Du coup, quel est le juste milieu ? J'avoue que moi-même aujourd'hui, maman d'un petit garçon de 11 ans, je suis un peu perdue avec ça. J'essaye de lui donner le cadre, les règles, quand il a besoin, il pose la question à ChatGPT, avec qui il discute, etc. Mais de l'autre, je ne veux pas que ce soit systématisé parce que je veux qu'il puisse réfléchir par lui-même. Aujourd'hui, c'est quoi en fait la limite de tout ça ? Honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. C'est malheureusement comme tout, mais c'est vrai que l'accessibilité aux réseaux sociaux, le problème, c'est pas l'outil en lui-même, c'est simplement ce que l'humain en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'outil en lui-même qui est problématique, dans le sens où avoir accès à des réseaux sociaux et pouvoir discuter avec ses copains en ligne, comme on pouvait le faire à mon époque avec Feu MSN, naturellement. Ça. Et Caramel, voilà. Ça, c'est Skyblog, etc. C'était un accès, les forums, etc., qui étaient des dangers, qui étaient les mêmes que les réseaux sociaux aujourd'hui, quelque part, avec moins d'immensité et d'accessibilité, c'était un petit peu moins accessible. Mais par contre, le problème était là. C'est plus la surabondance de réseaux sociaux et la facilité d'accès et l'implémentation qui fait que sensiblement ça pose des questions d'éthique. Parce que oui, les réseaux peuvent être dangereux, mais encore une fois, c'est l'excès des réseaux qui est réellement dangereux, c'est l'importance qu'on lui donne, et pas forcément ou la façon d'utiliser. Ou la façon d'utiliser. Cyberharcèlement. Exactement. En fait, c'est l'humain qui l'utilise qui est dangereux, et c'est pas la personne qui l'utilise au quotidien qui est dangereux. Celui qui veut faire du tort avec un réseau social peut le faire. Celui qui vit sa vie simplement, en fait, ne fera de tort à personne et n'embêtera personne, il vivra correctement. Et c'est là où la prévention au numérique peut être intéressante. C'est-à-dire que, attention, il existe des dangers, comme on peut le faire avec d'autres types de prévention. Il existe des dangers, il faut aussi s'y préparer, il faut faire de la prévention. Et je sais que, je reviens au barreau de Montpellier, mais voulait à un moment donné intervenir dans les écoles pour justement faire de la prévention auprès des jeunes, collèges, lycées, pour leur dire attention, il y a des outils. Le Zonta, c'est très actif contre le cyberharcèlement. Bien sûr, il y a des ONG qui s'en sont emparées. Je pense à Monsieur Pamar qui à un moment donné avec Campus Éducation a mis en place certaines choses avec l'ONU. Alors c'était à Sommières à l'époque, et puis ça a pris une autre ampleur. Pour la lutte contre le cyberharcèlement, pour l'utilisation qu'on fait des outils, et créer du coup des sortes de mallettes de bonne utilisation, de savoir comment je dois me comporter.
Une gommette finalement. Oui, finalement, c'est un peu ça. Oui, mais c'est bien. comment je sensibilise un jeune public qui est né avec l'outil numérique, alors que nous, on l'a connu au fur et à mesure, alors même si on n'a pas 200 ans, mais on a évolué avec, eux sont nés avec l'outil dans les mains. Donc, comment est-ce que, bien évidemment, je profite en même temps du spectacle. Voilà, parce que pour ceux qui nous écoutent, on a un dessin en live sur une tablette géante. Voilà. Rose. Voilà. Bravo. De ma fille, c'est les vacances, hein, plutôt, c'est normal. Oui. Et elle live, ça c'est. Un papa moderne, on aime. Exactement. Et voilà, quels outils, comment est-ce qu'on peut utiliser donc ces outils numériques et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de donner aussi envie aux jeunes sans en même temps les réprimer ou leur interdire l'accès à certaines choses. C'est comment? Est-ce que c'est avec de la prévention? Est-ce que c'est avec à un moment donné de la formation? Voilà, il y a toutes ces questions-là qu'on peut se poser. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Est-ce que justement, en fait, la techno évolue tellement vite? Est-ce que ce serait pas nécessaire, par exemple, de refaire une mise à jour, je sais pas, j'ai une bêtise, tous les 6 mois ou quoi, pour justement accompagner ce changement-là, en tout cas dans le secteur éducatif, pour du coup se mettre à jour au fur et à mesure de l'évolution de la techno, parce que je le vois aujourd'hui, on le voit avec des logiciels comme Claude ou autres. Autant par exemple on a des grandes écoles où justement on apprend à coder, autant maintenant on a des logiciels où le no-code te permet de tout faire sans même savoir coder et de t'emparer justement de projets. Donc c'est quoi la limite? Comment est-ce qu'on paramètre tout ça? Je pense que ça vaudrait vraiment le coup aujourd'hui que pas mal en tout cas d'établissements réfléchissent à ça pour savoir comment est-ce qu'on accompagne justement cette évolution technologique, qu'est-ce qu'on lui donne comme outil, comme argument et comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble pour justement y mettre aussi un cadre juridique. Oui, parce qu'actuellement, il faut qu'on se rappelle d'un truc aussi. Bon, vous parliez de l'évolution de la technologie, c'est vrai que nous, les gens de ma génération, à 37 ans, j'ai connu le Walkman cassette, CD, petit baladeur MP3, gros baladeur MP3, iPod, iPad, machin. En fait, tout a évolué de manière tellement exponentielle et tout est encore en train de le faire qu'il y a quelques vingtaines d'années, les gens qui sortaient d'école d'ingénieurs, c'était les spécialistes de leur domaine. Aujourd'hui, les gens qui sortent d'école d'ingénieurs sont déjà dépassés. C'est ça. Donc du coup, c'est assez incroyable. Le diplôme est un peu dévalorisé. Comment est-ce qu'on fait pour remettre les choses à niveau et que du coup on combine les deux compétences? Parce que quelqu'un qui s'est prompté aujourd'hui est aussi compétent qu'un ingénieur. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à les mettre au même niveau pour que du coup les deux compétences soient complémentaires et non pas concurrentes? Oui, mais on arrive encore sur autre chose. C'est-à-dire qu'on arrive sur une révolution. Alors, chaque siècle a sa révolution. Nous, on est sur une révolution technologique, numérique qui est tellement d'ampleur. Aujourd'hui, on le voit, on arrive sur carrément des problématiques de concurrence de marché. On rentre dans la géopolitique. On rentre dans des choses qui sont encore bien plus complexes. Et surtout, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que on parlait de cette nouvelle génération qui, elle, ose entreprendre aujourd'hui plus que ce que peut-être nous on a fait il y a quelques années. Alors on a été entrepreneurs, voilà. Mais aujourd'hui est né avec des outils qui leur permettent d'entreprendre très facilement. Et beaucoup de startups ont aujourd'hui à leur tête des jeunes d'une petite vingtaine d'années qui ne maîtrisent pas du tout à l'origine la technologie, mais qui maîtrisent les outils qui peuvent leur permettre d'accéder à la technologie. On parle de Claude Code notamment, on parle effectivement de tous les réseaux sociaux, donc du coup la partie marketing, ils maîtrisent le langage des réseaux sociaux, ils maîtrisent le scroll, ils maîtrisent la qualité vidéo, la quantité vidéo, la quantité d'informations que je veux développer, la réponse aux commentaires, ils sont hyper réactifs parce qu'ils sont nés avec ces outils-là. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre avec la nouvelle génération. Alors avec les freins aussi que ça pose, c'est-à-dire qu'on est sur une génération qui... de l'immédiateté. Exactement, qui a l'habitude. On est sur la génération scroll. C'est-à-dire on est sur la génération où c'est 30 secondes d'attention. Et jetable. Et jetable. Exactement. Génération Tinder. C'est ça. J'ai un téléphone, 6 mois plus tard je change. C'est ça. Bien sûr. Mais c'est comment est-ce qu'on arrive justement à composer avec les entreprises d'aujourd'hui et cette jeune génération qui est au fait de toute cette technologie, qui en maîtrise l'utilisation, mais qui n'en maîtrise pas peut-être les conséquences que ça peut avoir. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de voilà, et qui ne veut pas forcément entendre les conseils d'une plus vieille génération, alors qu'on a une dizaine d'années d'écart, on n'a pas 90 ans d'écart, mais il y a un gap quand même qui s'est créé. Et comment est-ce que je fais demain pour justement parler à des plus jeunes? Alors j'ai été professeur, on a donné des formations, on a fait plein de choses. Mais du coup, c'est comment est-ce que je m'adresse à cette nouvelle génération sans passer pour un has-been,
parce que c'est le cas. Et pourtant, quand on me disait, oui, mais vous êtes vieux, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, ils en ont 24, tu te dis, ah ouais, je suis vieux, bon, ok, on a que 6 ans d'écart. Bon, les gens ne le voient pas, mais Théo a une tête de jeune, mais il parle de vieux. Voilà, c'est ça, exactement. Rappelle-moi ton âge, je sais pas. J'ai 32 aujourd'hui. 32 aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui, mais j'ai 32 ans. Tu as vécu exactement ce que moi j'ai pu faire avec les élèves à l'époque où j'étais en tutorat privé, c'est-à-dire que tu as ce que j'appelle vécu le syndrome de Anakin Skywalker ou Obi-Wan Kenobi. C'est-à-dire que Anakin Skywalker, il est super doué parce qu'il est naturellement doué dans ce qu'il fait, par contre il n'a pas la maturité de comprendre l'équilibre de la force. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et Obi-Wan à côté, il paraît pour un has-been. Pourquoi ? Parce que du coup il lui dit non mais il faut aller vers le bien, il faut faire ci, il faut manger des légumes. Enfin, j'exagère le trait, mais en gros moi c'est toujours ce que j'ai appelé le syndrome Anakin Obi-Wan. C'est parce qu'il y en a un, il est super fort, mais par contre il a pas conscience du coup de cette maturité qu'il faut justement pour jauger le bien, le mal, qu'est-ce qui va pas. Et l'autre en fait, il est tellement différent que il paraît pour un has-been parce que oui, t'as été vendu avec des meubles, c'est pas grave, machin. C'est vraiment ça. Mais là, on est au cœur de ce sujet. Ouais. Moi, je vois tous les avantages, évidemment. On va défendre notre métier de l'IA, etc., de l'intelligence artificielle, du méta, qu'on utilise tous les jours dans le terme de business. Par contre, j'en mesure aussi les conséquences. Ouais. Notre métier, si on l'utilise de façon malveillante, peut déstabiliser un État, un pays. Oui, ça a été le cas dans plusieurs pays. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre le temps de la pédagogie pour réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut faire évoluer le cadre juridique pour que du coup, on en prenne les bons côtés bienveillants et pas le dark. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses avec l'IA qui sont terribles, parce que vous disiez tout à l'heure tous les deux que le fait de ne pas avoir adopté un site internet suffisamment tôt pour certaines boîtes, ça a été un énorme frein à leur développement et ils ont disparu. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible que certaines sociétés qui ne prennent pas la vague de l'IA, elles vont pas disparaître, mais si leur domaine de spécificité est fortement impacté par l'IA, oui, elles vont disparaître parce qu'elles n'auront pas surfé sur la vague. C'est exactement. Mais alors, parce que il faut savoir une chose, c'est que finalement, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est une intelligence artificielle, jusque-là, voilà. Mais qu'est-ce que ça permet ? Ça permet juste à un moment donné d'accélérer et d'être plus rapide que le cerveau humain. C'est ça. C'est-à-dire que c'est d'automatiser des tâches, c'est de faire en sorte de pouvoir à un moment donné être beaucoup plus efficace sur certains points. Donc une entreprise qui effectivement n'a pas pris la mesure de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça ne va pas la déstabiliser dans l'immédiat. La seule chose, c'est que, oui, ça va la ralentir. Ça va la ralentir, c'est-à-dire que des sociétés qui vont être directement mises au bain, qui vont aller chercher des prompteurs, qui vont aller chercher des ingénieurs en intelligence artificielle, qui vont aller chercher des personnes qui sont capables d'automatiser certaines choses, vont être beaucoup plus rapides, vont être beaucoup plus en adéquation aussi avec le marché, parce qu'on parle de commerce en même temps. C'est-à-dire qu'on parle de cette jeune génération, la génération swipe, qui doit aller très très vite. Et on a, avec cette fast fashion qui arrive, par exemple, l'idée d'avoir 40 collections dans l'année. Ça vient de là aussi. C'est-à-dire que demain, une entreprise qui est capable de pouvoir proposer des services qui sont toujours un peu plus au fait de la réalité terrain, va être beaucoup plus à même à évoluer qu'une entreprise qui certes va être confortable dans ce qu'elle fait, mais qui va peut-être pas forcément évoluer de la bonne façon, ou en tout cas de manière suffisamment rapide pour adhérer à son marché et pouvoir à un moment donné être concurrente, parce qu'on parle de concurrence. On parle de concurrence. On parle de se tenir en veille technologiquement pour rester finalement dans la mouvance. C'est sûr qu'on n'est pas obligé d'adopter l'IA dans ses process purs en intégrant un agent chez eux, mais ils peuvent acheter une solution tu parlais de la prospection tout à l'heure, tu peux très bien utiliser des choses comme Walaxy, HumanLinker, les milices, ce genre de choses pour travailler sans pour autant adopter toi-même de l'IA dans tes process et embaucher des prompt engineers, un engineer, embaucher des data analysts et compagnie. Pas besoin de tout ça. Néanmoins, être réfractaire en disant je veux pas des outils qui utilisent l'intelligence artificielle parce que j'y crois pas, ça me fait peur, ça m'intéresse pas, c'est pas cool. C'est souvent par peur d'ailleurs. C'est souvent par peur de dire je ne maîtrise pas ce domaine, donc effectivement ça génère de la peur. Donc peut-être la première idée c'est effectivement de les rassurer, de dire voilà, si vous maîtrisez, vous ne subirez plus. Et du coup en accompagnant justement avec beaucoup de pédagogie les personnes réfractaires, on voit que petit à petit, elles arrivent en fait à faire évoluer leur point de vue. Oui, c'est ça, c'est l'IA génératrice qui pose problème dans le milieu des arts et compagnie, qui là est un réel souci et sur lequel il faut faire extrêmement attention. Et en termes de droit, en termes de plagiat, en termes de plein de choses. Ça, effectivement, il faut absolument faire quelque chose et j'espère que ça va arriver vite. Moi, tu sais que mon frère est professeur de design,
de graphisme, il est illustrateur, ça m'embêterait fort de voir que du jour au lendemain on dise en fait ton métier n'existe plus parce qu'on peut le faire avec un prompt. Bien sûr, mais moi aussi, pour le coup, c'est mon métier de base. Et j'ai opéré justement à un moment donné un virage en me disant l'intelligence artificielle, et je parle de ça il y a déjà quelques années, ne va pas forcément voler mon travail, mais va permettre à des entreprises qui n'ont pas les moyens de payer les services de personnes comme nous, avec quelques lignes tapées sur son clavier d'ordinateur, de pouvoir avoir accès à quelque chose qui sera peut-être pas de la même qualité que ce qu'une personne aura mis plusieurs mois à réfléchir, mais qui va pouvoir leur permettre d'avoir quand même un semblant de quelque chose. Exactement. Et qui va leur permettre d'exister à un moment donné sur un marché. Et en fait, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher la perfectibilité, on va chercher juste d'avoir quelque chose. Et c'est là où nos métiers à nous sont en danger. Alors là, moi je suis comme toi très sensible à la question des droits d'auteur. Je pense à des applications comme Suno où en fait on peut faire sa chanson comme on le souhaite. Et plusieurs fois pour l'avoir testé pour m'amuser au tout début, j'ai reconnu en fait des voix de chanteurs reconnus. Et là, en ça, je me dis quand même, il y a quand même une problématique parce que eux ont pris le temps en fait de créer des œuvres, d'en faire la promotion, etc., de donner leur voix. Et entre guillemets, c'est leur métier, ils sont payés pour ça. Et aujourd'hui, nous, en un clic, on peut accéder en fait à leur palette vocale sans débourser 1 euro pour eux. Donc en ça, je reviens encore sur la législation. Il y a encore un vide juridique que je pense qu'il est nécessaire de combler très vite pour que du coup on puisse en fait rééquilibrer les choses et tu vois, et ce soit honnête pour tout le monde. Et ça me fait penser à quelque chose. On parlait par exemple du doublage. Le métier de doubleur. Oui, avec la mort du doubleur de Vegeta il n'y a pas longtemps, ça a été la poursuite des livres. Exactement, parce qu'on c'est un podcast d'actualité, n'est-ce pas? Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a ça. Il y a certains acteurs qui aujourd'hui ont demandé à enregistrer leur voix et à la faire, protéger, à la protéger, pour que justement l'intelligence artificielle demain ne puisse pas utiliser leur voix, ou des sociétés de production ne puissent pas utiliser leur voix pour faire des personnages dans de l'animation, par exemple, ou leur personne. Quand on voit là récemment, je crois que c'est Tom Cruise, il y a une bagarre entre Tom Cruise et Brad Pitt, des Chinois ont réussi à dupliquer ça. Ils ont fait un film, vous regarderez sur internet, où justement ils ont fait un fake movie qui a eu des milliers de vues. C'est horrifiant pour les mecs qui ont travaillé depuis des années pour justement faire la promotion de leur film, etc. Et là on duplique carrément entre guillemets les avatars des vrais acteurs en direct. C'est assez flippant quand même. En fait finalement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos des réseaux sociaux. C'est que encore une fois, après, nous chez Camille Plus on se bat beaucoup pour essayer de faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle c'est pas une solution miracle, c'est pas quelque chose qui va tout changer, faciliter la vie à 200% et vous permettre de gagner des millions sans travailler. Et c'est pas non plus une méchante entité qui va voler votre travail et vous foutre à la porte. C'est un tournevis, c'est un outil, et c'est ce qu'on disait par rapport aux réseaux sociaux tout à l'heure. C'est un outil, et en fait, encore une fois, c'est entre les mains de quelqu'un qui veut absolument faire quelque chose avec cet outil que le quelque chose arrive. Donc si la personne est malveillante, forcément le résultat sera malveillant, etc., etc. Donc au final, on revient exactement au même point. C'est l'humain qui est au centre de tout, qui va poser problème quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la technologie. De toute façon, si on n'a pas des humains compétents derrière, on peut avoir toutes les IA du monde, il n'y en aura aucune elles seront toutes obsolètes. Donc, comme tu disais, c'est la façon dont on va l'utiliser qui va faire effectivement qu'on va réussir en fait à faire des choses intéressantes. Bien sûr. Et on rentre dans ce cadre aussi à la partie écologique. C'est-à-dire que l'IA aujourd'hui pose cette énorme question écologie, c'est-à-dire que c'est un outil aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, si on s'arrête d'utiliser l'intelligence artificielle, alors ça fait que quelques années qu'elle est sur le marché, ça fait pas 30 ans. Oh oui. Ça fait quoi réellement depuis peut-être 4 ou 5 ans qu'on l'utilise réellement pour le tout venant, Voilà. Pour le tout venant, Mais là, dans le domaine écologique, pour moi, c'est que positif. Puisqu'aujourd'hui, tu as des robots qui peuvent détecter justement les zones où tu as du carburant dans les mers, où tu as des plastiques, etc. Justement, tu as cette double. Ça, c'est assez intéressant de ce côté-là. C'est-à-dire que ça nous fait quand même gagner du temps. En ça, on peut transformer les plastiques. Nous, on le fait avec Paul Chulani. Donc, on a quand même la possibilité aujourd'hui avec l'IA de faire de belles choses. Mais comme tu disais, ça va être la façon dont on va l'utiliser et qui va faire les différences d'impact.
C'est ça. Et puis il y a cette double casquette, c'est-à-dire que c'est un outil aujourd'hui qui permet d'aider à l'écologie, mais qui en même temps est extrêmement polluant. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, de faire tout ce qui est détection et tout ça, mais après tout ce qui est serveur, tout ce qui est les data centers, on n'en parle pas. Mais on parle du gene qui est hyper polluant, on parle de la production de certaines choses, mais on ne parle pas qu'aujourd'hui, l'industrie la plus polluante reste l'intelligence artificielle, reste le secteur des nouvelles technologies. On a des serveurs qui montent à des centaines de degrés Fahrenheit et qui donc du coup il faut constamment refroidir. Exactement. Pour la plupart et tout. Exactement, pour pouvoir éviter d'avoir des trucs qui exploseraient au bout de 30 secondes. Et tu as des groupes justement qui se sont un petit peu, mis en lumière sur cette part noble et vertueuse de l'utilisation de la chaleur, avec Euria, qui est une intelligence artificielle suisse, déjà qui a pour but de garder la donnée, c'est-à-dire c'est ta donnée quand tu es inscrit, tu peux la supprimer quand tu veux, et elle utilise la chaleur de ces data warehouse pour chauffer les villes, certaines habitations dans le village en Suisse. Ça reste en circulaire. Voilà, ça reste en circulaire, c'est très malin de sa part. À dupliquer. Voilà, ça c'est clairement le modèle à dupliquer. C'est-à-dire que là, en plus j'avais... c'est bien, tu vis dans mes pensées. Je suis au fait de l'information. Mais oui, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, finalement, cette source de chaleur qui est colossale, et comment est-ce qu'on l'utilise? Et effectivement, alors je me souvenais plus dans quel endroit c'était je dans sais le plus monde. Exactement, dans quelle ville, mais je sais que c'est en Suisse. Voilà, c'est en Suisse et qui en fait l'ont récupéré effectivement pour chauffer les habitations. Je trouve ça génial. C'est comme les usines, voilà, on parle de méthanisation, c'est-à-dire que j'ai enfoui des déchets, comment est-ce que je fais pour récupérer à un moment donné tout ce qui sert à rien? J'ai des usines qui permettent de le transformer et que ça soit réutilisable. Et de valoriser les déchets, qui étaient mal perçus à l'époque. Tout ce qui était déchets n'était pas sexy. Alors qu'aujourd'hui, on peut rendre le déchet sexy. Bien sûr. Exactement. Sans se galer jusqu'à des clichés comme dans certains films hollywoodiens avec la déglingue de Mobatou dans Blender, ce genre de trucs. Mais on peut rendre le déchet sexy, il faut juste savoir comment l'utiliser. C'est la phrase que j'utilisais souvent en histoire des religions, c'était l'important, c'est pas les textes, c'est ce que vous en faites, pour pratiquement paraphraser Patrick Bruel dans la pub de Winamax. Mais ça fait vraiment quand même pas mal sens. On a parlé de pas mal de sujets différents, mais moi je vous ai amené sur ces sujets parce qu'ils sont totalement cohérents en adéquation et en écho avec ce que vous faites avec Atlantis. Parce que là, si on nous écoute, on va penser qu'on a beaucoup divergé, mais finalement non, pas du tout. On a vraiment pas divergé parce que Atlantis, quand on parle d'Atlantis, justement, vous avez parlé du fait que c'était du réseautage, de la mise en relation, il y a un réseau social intégré, etc. Donc tout ça, c'est pareil, ce sont des questions qui se posent à l'intérieur. C'est la même chose, c'est un outil, il faut l'utiliser correctement. Il y a le côté justement développement. Atlantis, du coup, ça a été fait par Cédric, du coup, qui est un développeur chevronné, par une équipe de développeurs qui le suit derrière et qui travaille du coup de concert avec lui pour rendre l'architecture possible et utilisable. Donc tout ça, encore une fois, c'est des personnes qui ont surfé sur cette vague de la révolution industrielle. Et je rajoute aussi de la vulgariser. C'est-à-dire que pour moi, les garçons, Cédric et son équipe, Cédric Limo, ont réussi pour moi ce challenge de vulgariser la techno, de la rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Si on regarde par rapport aux architectures qu'on avait à l'époque, en tout cas de ce genre d'outils, où tu avais uniquement des avatars, où c'était vraiment clairement au niveau de la cible les gamers. Là aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser cette techno-là, communiquer, échanger, créer à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme. Complètement. Parce qu'on est justement sur cette vulgarisation et on s'adresse, on a aussi bien des jeunes d'une vingtaine d'années, on a même des écoles qui aujourd'hui travaillent avec nous pour justement essayer de vulgariser cette partie-là. Et on a aussi des personnes qui aujourd'hui sont passées indépendantes parce que au bout d'un certain nombre d'années de carrière, on en a eu marre d'avoir quelqu'un au-dessus d'eux, qui sont devenus indépendants, qui se sont formés, qui ont connu les nouvelles technologies, qui se sont formés aux nouvelles technologies, et qui aujourd'hui utilisent et qui ont une cinquantaine d'années, 50, 55, et qui ont envie justement d'être un peu plus au fait et de pouvoir être en avance par rapport peut-être à leur génération. Donc voilà, toute cette nouvelle génération, de manière générale, t'en parlais tout à l'heure, finalement elle va permettre de vulgariser et d'utiliser des outils comme les nôtres, comme chez Atlantis. C'est le terme que j'utilise souvent, c'est que cette nouvelle génération, elle est intergénérationnelle. Et justement, c'est ça qui est super intéressant dans le métier du numérique aujourd'hui, c'est que qu'importe finalement notre acculturation au numérique, on est capable d'arriver à faire quelque chose. J'ai dans ma tête une quinzaine de personnes qui m'ont annoncé se reconvertir dans les métiers du numérique, du prompt engineering, de la data science, pas mal de domaines en plus. Cybersécurité aussi. Cybersécurité est très active dans la cybersécurité. À Montpellier, dans cette région, on a de très beaux acteurs
dans ce domaine également. D'autant plus que c'est un sacré enjeu parce qu'avec la souveraineté des données et la gouvernance des données qui est au cœur de tous les débats, il y a pas mal de complications, des normes qui reviennent, qui vont devenir obligatoires. La norme ISO, dont j'ai oublié le sigle en chiffres derrière, mais qui est obligatoire pour certaines entreprises, les risques de fuite de données, etc. On en devient à monétiser la data maintenant, et c'est extrêmement important. Mais c'est un enjeu stratégique et géopolitique. J'en reviens à la géopolitique, mais je suis désolé. L'Europe aujourd'hui. On l'a dit, ça peut faire basculer un État. Bien sûr. On l'a vu dans certaines élections. Exactement. Et on parle de l'IA, c'est-à-dire de l'outil numérique qui aujourd'hui peut être un danger pour nos démocraties. Donc voilà. Et c'est comment est-ce que je maîtrise l'outil, je vulgarise l'outil pour que le maximum de personnes soient au fait pour comprendre ce qui se passe aussi, pour que justement on puisse demain ensemble faire bloc et se développer pour concurrencer des marchés asiatiques, des marchés sur les États-Unis, sur l'Amérique latine. On a aussi l'Afrique qui est en plein rebond numérique et qui enfin prend conscience de son potentiel et qui s'élève pour aller chercher les métiers numériques qui commencent à avoir de l'avance sur certains pays de plus en plus. C'est-à-dire notamment au Ghana. Pas que, on a beaucoup de gouvernements, Côte d'Ivoire, Sénégal, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest qui sont en train de se réveiller aujourd'hui, en train de se dire, attendez, on a tout, on a les minerais, c'est surtout ça. Mais ils viennent chercher tout ça chez nous. Pourquoi on n'est pas... Et pourquoi c'est pas nous qui sommes les qui faisons partie des pays riches, alors qu'ils ont tout, ils ont les minerais, ils ont les connaissances, parce que beaucoup vont se former dans les grandes écoles américaines, dans les grandes écoles asiatiques, anglaises, ils vont se former ailleurs, et ils reviennent dans leur pays avec ce savoir-faire. Et là, ils sont en train de se dire, mais en fait, on peut le faire. Complètement. On peut le faire. Ça permet aussi de protéger aussi leur démocratie et plusieurs États, parce que justement, maîtrisant, ils peuvent après justement répandre justement leurs idées, leur savoir-faire, leur expertise. Et ça permet de plus en plus d'avoir vraiment de matières grises hyper intéressantes pour les différents pays. Oui, parce qu'il y a moins de fuite de cerveau à partir du moment où le cerveau est mis en valeur. C'est la fuite des cerveaux qui est arrivée avant la Seconde Guerre mondiale. Après aussi, malheureusement, la fuite des cerveaux qui est encore arrivée il y a quelques années, justement sur la Silicon Valley et tous les Européens qui sont partis. La Silicon Valley, les plus grands esprits étaient européens, ils sont tous partis, ou même nord-africains, la plupart, ils sont tous partis à la Silicon Valley, alors que du coup ils auraient pu très bien développer ça finalement chez eux, mais ils n'ont pas voulu faire aucun, parce que ça n'a pas du gain, le fait que dans les esprits collectifs on se dise la Silicon Valley c'est là où tout se passe, donc il faut que j'y aille, alors que pas forcément, c'est juste que... Ils en reviennent aujourd'hui. Si on prend les frères Samware, ont été se former dans la Silicon Valley, ils sont très vite revenus et puis ils ont réussi à faire des milliards qu'on connaît en dupliquant des modèles de Silicon Valley au modèle européen en partant de l'Allemagne et ça a fait des startups assez incroyables. Donc c'est vrai qu'on a un savoir-faire qui est intéressant, il faut juste qu'on réussisse en fait à trouver un mode de communication qui nous permette de gouverner de façon responsable, éthique et surtout collaborative. C'est ce qu'on a le plus de mal aujourd'hui pour moi au niveau européen et pour moi l'enjeu il est vraiment là, c'est de réussir en fait à faire se parler les différents pays entre eux. C'est-à-dire qu'on a une géopolitique très instable en ce moment du fait de, sans citer les antagonistes et les protagonistes les plus évidents, mais on a une diplomatique, une géopolitique qui est extrêmement complexe avec beaucoup d'impulsivité, beaucoup de tensions, beaucoup d'interventionnisme, beaucoup de campagnes d'offensives colonialistes, etc. Il faut faire très très attention à comment on place ses mots, comment on place ses billes, comment on place ses actions, comment on place sa volonté de travailler en innovation même aujourd'hui, parce que du coup, on l'a vu avec les tarifs de Trump encore, il y a des tas de gens qui peuvent être affectés sur le plan tarifaire, principalement le peuple américain, mais quand même beaucoup de personnes aussi, autour du peuple américain, et même en Europe. Et tout ça, en fait, ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées et que chaque choix a des répercussions qui sont dévastatrices sur X, Y ou Z personnes. Et il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait. En final, encore une fois, c'est la techno, l'innovation, le numérique, il faut faire attention à comment on l'utilise, mais il faut aussi faire attention à comment on la reçoit derrière, parce que si on l'utilise très bien, mais qu'on la reçoit comme un outil de profit, forcément l'innovation elle va stagner que dans les domaines où le profit est inévitable et ne pas du tout évoluer dans les domaines où le profit n'est pas forcément la préoccupation première. Voilà, cercle clos, exactement. C'est ça, et on l'a aujourd'hui justement sur des technologies qui sont développées
Voilà, à Montpellier, on a la chance avec les entrepreneurs africains, les jeunes entrepreneurs africains qui très viennent et dynamique. tout ça, qui est super porté par la Maison des Relations Internationales. Qui est très présente sur la scène médiatique, et ça c'est super chouette. Bien sûr, avec la Fondation Prospective Innovation, avec La Biennale africaine aussi. oui, il y a la qui est Biennale, très active. Afrique-France, Montpellier. Même à Vivatech, hein. Même à Thierry, Vivatech, j'ai c'est pareil. J'ai la chance Hein. d'avoir rencontré. Ils ont un pavillon aussi à Bien sûr. Vivatech qui est dédié au continent. Bien sûr, mais c'est important aujourd'hui justement cette interconnexion, interculturalité, parce qu'il y a aussi ça. Et je voulais en venir à ça en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a effectivement tout ce qui est profit pur. Ouais. On parlait tout à l'heure de l'écologie, et je sais qu'il y a une start-up sénégalaise, si je ne dis pas de bêtises, qui a développé un outil qui permet de pouvoir faire de l'irrigation des champs, par exemple, grâce à des drones, et de pouvoir faire de la surveillance grâce à l'IA, pour que justement les champs soient irrigués de manière égale. Très chouette. Partout. Et éviter justement le surarrosage à certains endroits, comme on peut le voir beaucoup chez nous en France et en Europe avec les sprinklers qui arrosent. Oui, avec l'agriculture traditionnelle. Voilà, exactement. Et là, en fait, c'est comment je couple la technologie avec des outils du quotidien. Et donc, du coup, comment j'arrive à optimiser, parce que justement, on sait que demain, l'eau va être... alors, c'est déjà une problématique dans beaucoup de régions du monde, l'accès à l'eau potable. Mais comment est-ce que demain, par exemple, je peux coupler l'intelligence artificielle avec justement ces ressources en eau qui s'amenuisent, même si ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas vu autant d'eau dans nos régions. Mais il y a une réalité. On a été servi. On veut du soleil maintenant. On parle pas des choses qui passent. Mais il y a une réalité, c'est-à-dire que ça, c'est des événements exceptionnels qui sont dus peut-être au réchauffement climatique. Voilà. C'est même sûr. Oui, je pense aussi. Voilà, quand on a des épisodes qui sont comme ça, Ça joue. voilà. Pas se mentir. Et justement, c'est comment est-ce que peut-être la technologie est au service justement de la prévention météorologique, la technologie au service de tout. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment je deviens maître finalement de cet outil, comment est-ce que je peux maîtriser cet outil au lieu d'en être esclave. Et aujourd'hui, c'est ça, la vraie question pour moi, en tout cas, alors peut-être que je me trompe, c'est au lieu de devenir esclave de la technologie, c'est comment est-ce que je fais pour la maîtriser. Plutôt que de la subir, comment est-ce que je fais demain pour pouvoir être partie prenante de cette technologie, de ces outils, et comment est-ce que je les mets à ma disposition pour justement améliorer mon quotidien et améliorer celui de mes concitoyens. C'est ça, c'est être acteur de ces agents et pas du coup... ne pas subir. Pas subir ces agents. Dédicace au C4 voilà. à Castres. C'est eux qui m'ont appris justement cette parole. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer partout. C'est des anciens en fait, parachutistes et commandos d'élite en fait, qui forment pas mal d'entrepreneurs un peu partout en France. Donc qui combinent en fait des gens de tout secteur. Et ils disent toujours en fait, plutôt qu'à chaque fois de dire un tel il a été en prison, donc il n'a pas été formé, etc. En sortant, un policier qui s'entend pas justement avec entre guillemets un dollar ou un bandit, etc. Ils les mettent tous ensemble, ils sautent de l'hélicoptère, etc. Et ils font des choses de fou ensemble. Ils font un battle royale. Et en battle royale et en mode avec cette claim ne pas subir. Et dans l'IA c'est la même chose. On ne doit pas subir, on doit justement en fait apprendre à le dompter pour que du coup on puisse en sortir le meilleur. Oui, et puis c'est aussi ce que vous avez essayé de véhiculer pour essayer de finir là-dessus, finalement, sur ce que vous essayez de représenter avec Atlantis, c'est le fait que le travail, c'est pas forcément quelque chose d'archaïque. Le travail dans le numérique, en bureau, le travail finalement qui peut être très rébarbatif sur les tâches classiques, les personnes seules qui sont, on parlait tout à l'heure, des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises qui sont 1 à 2 personnes qui ont pas forcément le luxe de pouvoir sortir de l'isolement et d'acheter des locaux, de louer des coworking qui sont excessivement chers pour la plupart. J'en ris parce que je l'ai expérimenté. Voilà, bien vécu, voilà. C'est des solutions qui sont apportées et qui permettent de briser cette image qu'on a du travail en fait et du télétravail. Si vous avez la chance de pouvoir aller voir Atlantis du coup sur les réseaux, du coup sur internet, site Atlantis, réseauatlantis.com, vous pourrez voir que l'espace est complètement aéré et très facile d'utilisation et il vous permet en fait simplement de vous balader pour discuter avec des personnes en ligne. Et c'est là où justement le coworking a sa limite. Le fait de rester seul, ça a sa limite parce que passer toute la journée à passer des coups de fil sur un téléphone, c'est beaucoup plus problématique, sans doute, que de pouvoir travailler avec d'autres personnes, d'avoir du contact physique, du contact récurrent. Et c'est justement cette part que vous essayez de relancer dans le travail
quand vous proposez ce genre de service. On essaye humblement parce qu'on est complètement conscient en fait de la solitude du dirigeant dont tu parlais, où effectivement en fait on va se mettre à fond à la tâche parce que le but du jeu c'est de payer ses charges, n'est-ce pas, et que tout soit à flot. Mais effectivement de pouvoir avoir en plus cet espace de discussion où on va pouvoir parler de nos problématiques, nous former, s'apporter des compétences comme on a pu le faire à travers des ateliers où on leur apprend à vendre, à marketer, à valoriser justement leurs produits, à maîtriser l'IA ou encore le métaverse. Ça permet vraiment de créer un écosystème dynamique, interactif, accessible et gratuit. Bien sûr, c'est qui permet vraiment en tout cas de pouvoir avancer quotidiennement sans se retrouver seul face à sa feuille blanche. Oui, c'était exactement ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que Cédric Grimaud, donc, qui est le fondateur d'Atlantis, avait effectivement vient du milieu de la conception et tout ça en 3D, cuisine, et a eu cette volonté à un moment donné quand le confinement est arrivé de pouvoir permettre aux entrepreneurs d'avoir accès à un espace de travail gratuit et de lutter contre l'isolement. On est sur quelque chose de lutter contre l'isolement du chef d'entreprise que tu disais avant, pour aller vers justement serrons-nous les coudes. Finalement on est tous dans le même bateau. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres, et c'est pour ça qu'il y a des événements qui sont gratuits. Alors il y a une partie qui est payante, on ne peut pas échapper à un modèle économique, mais il y a une partie qui est gratuite, la plus grande partie est gratuite, et après si je veux avoir accès à certaines autres fonctionnalités, dans ce cas-là c'est payant, et c'est de la personnalisation, on est sur du sur-mesure, mais il y a un espace de coworking qui est gratuit, alors qui est en ligne. Ça permet peut-être à un moment donné dans sa journée, au lieu d'être tout seul chez soi, de passer peut-être 2 heures avec d'autres entrepreneurs que je connais pas, et puis peut-être aussi faire du commerce. Parce que c'est ça aussi. Ouais, bien sûr. Le but d'Atlantis, c'est un outil de réseau gratuit et qui change un peu peut-être, qui est un peu moins conventionnel. On est un peu plus cool, on est chacun chez soi, et voilà. Et je pense que c'est ça aussi la force d'Atlantis aujourd'hui, c'est cette lutte contre l'isolement, des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont envie de travailler, qui ont aussi envie d'avoir peut-être un moment de détente à un moment donné, qui ont envie de se former, d'apprendre les nouvelles technologies. Et vous pouvez retrouver tout ça dans Atlantis. Voilà. On est plus fort en tribu. On est plus fort en tribu, exactement. Même si l'enfer, c'est les autres, quand même, malgré tout. Non, mais comme on voit dans la bande dessinée de Black Sad, et je finirai là-dessus, en fait, l'enfer, c'est pas forcément les autres, mais c'est plus le sentiment de solitude qui découle justement des autres. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui, c'est très sympa de votre part. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir, très riche entretien. Oui, on a débattu de plein de choses, mais c'était quand même très plaisant. On remercie encore une fois Eurydice de nous avoir prêté leurs locaux, parce que vous ne le voyez pas, mais nous sommes dans les locaux d'une école de business school qui s'appelle Eurydice. Voilà, très pratique. On les remercie beaucoup, on leur souhaite bien du courage pour la suite, et on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux sujets avec de nouveaux intervenants. Merci. Merci à vous les gars. Merci pour l'accueil, à bientôt. Courage,